Richard, est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol? Non. Enfin bon, ça vous est jamais arrivé, vous? C'est Non. pas un ras-le-bol, hein, c'est simplement... Je voulais autre chose. Ouais. Non, dans la mesure où moi j'ai commencé très jeune à faire de la musique, à faire des groupes. Hein, Ouais. À 15 ans, je vivais déjà de la musique. Et puis de fil en aiguille, j'étais batteur, donc j'ai accompagné des vedettes. On disait à l'époque, on ne disait pas encore des stars. Alors, vous avez accompagné qui? Mais j'étais batteur avec Albert Resner, Mmh. qui a créé ensuite l'émission qu'on connaît. Et puis j'ai été batteur avec Charles Trenet pendant 1 an. J'ai été batteur avec Olivier Despax, je ne sais pas si les gens se souviennent. Et je suis resté 2 ans et demi avec Michel Polnareff. Et puis, Voilà. vous avez fait partie d'un célèbre groupe dont le tube Oui. phare s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en 3 mois. On va en écouter quelques notes. J'ai encore rêvé d'elle. C'était elle m'avait fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. J'adore la deuxième voix, moi, qu'elle. Elle est faite pour moi. Tout en douceur. Elle arrive loin. Hein. Elle arrive loin. Ouais. Moi, je la fais arriver plus tôt. Comment est né le groupe? Il a été fait une fois. Alors, c'est une longue histoire, puisque les membres du groupe, on a changé de nom plusieurs fois. Charles Trenet nous avait rebaptisé avec le Bindi donc. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'était comme ça. Et puis ensuite, on s'est appelé les Jelly Roll, parce que notre producteur aimait Jelly Roll Morton, le pianiste. Donc, on faisait du rhythm and blues à l'époque. Ensuite, avec Polnareff, on s'appelait toujours les Jelly Roll. Et quand Michel n'avait pas de tournée, nous, on chantait dans les clubs, on faisait des spectacles à nous tout seuls. Et puis, Michel est tombé gravement malade, donc toutes les tournées ont été arrêtées. On avait fait une tournée en Amérique du Sud, au Japon, et puis tout s'est arrêté. Donc là, on avait arrêté notre groupe et aussi. Donc moi, je me suis retrouvé disque de jockey en Normandie. J'ai fait partie d'une troupe de théâtre. J'ai fait plein de petits boulots. Et puis, quand on accompagnait Michel, on a eu la chance. Si on ne l'avait pas accompagné, on n'aurait jamais rencontré Joël, puisque c'était lors d'une tournée d'été avec Michel. Donc Joël, qui était la chanteuse du groupe. Oui, absolument. On l'a rencontré à la terrasse du Gorille à Saint-Tropez. Michel venait d'acheter une Mustang, voiture américaine décapotable. Et comme il nous prêtait tout, il nous a prêté sa voiture pour aller faire un tour après la balance. Voilà. Et à la terrasse du Gorille, le célèbre café sur le port de Saint-Tropez, il y avait Joël dans les clientes et sa sœur qui étaient là. Il y a eu un coup de foudre entre Serge Collen, le guitariste parolier du groupe, et Joël. C'est Donc, lequel, voilà, Serge, alors Serge, c'est... Vous êtes où, vous? Moi, je siffle, là, vous voyez. D'accord. Le deuxième. Serge, Voilà, c'est Et Serge, il deuxième. est derrière moi, là, voilà, comme ça. À côté, c'est Lionel, et à la fin, c'est Loulou, voilà, et D'accord. Joël, bien entendu. Donc en moins d'1 mois, vous avez été disque d'or. Comment l'engouement du public s'est-il manifesté? Non, mais ça a commencé très doucement avec Rien qu'un ciel, en 72. À l'époque, on jouait au Voum Voum à Saint-Tropez pour un sandwich et une bière. Franchement, on ne gagnait pas grand-chose. Mais on faisait le bœuf le soir avec Manu Dibongo, avec Christophe, avec Paul Naref. On était invités à la table de Brigitte Bardot. Enfin, il y avait Gainsbourg qui venait de rencontrer Jane Birkin. Enfin, c'était génial, quoi. Ouais. Et on entendait sur, je peux dire le titre, le nom de la radio, c'était RMC. Notre chanson passait carrément 10 fois par jour, quoi. Rien qu'un ciel. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai été propulsé compositeur attitré. Là, vous voyez, au Golf d'Ouro avec Evie. C'est qui? On s'appelait les Beatles à l'époque, parce Beatles. qu'on était tellement fans des Beatles que voilà. Les Beatles. Moi, je suis à la batterie. Et au fond, c'est Joël, là? Non, c'est une chanteuse qui s'appelait Evie, qui vit en Italie, voilà. Et Evie, Evelyne Lanton, voilà. Et Golf d'Ouro. Bon. Donc, j'ai été propulsé compositeur attitré, donc il y a eu les films mercredi ensuite, que fais-tu ce soir après dîner, et je vous en passe, c'est les meilleurs, viens faire un tour sous la pluie. Donc Rien qu'un ciel est arrivé, alors que c'était une chanson que la maison de disques et nous, on trouvait que c'était une jolie chanson, mais pas un tube, quoi. Il n'y avait pas de refrain, ça faisait pas poète-poète. Donc on avait des fans très jeunes, 15-18 ans, quoi. Et en fin de compte, c'est les radios comme RTL, André Torrent et Monique Lemarcy à l'époque qui nous ont dit « Mais attendez, nous, on va jouer ce titre-là. J'ai encore rêvé d'elle parce que pour nous, c'est un tube. Et c'est parti, mais alors, je vous raconte même pas. Donc là, engouement, des fans, etc. Comment ça s'est passé?
Ça vous a plu? Mais ça oui, vous parce que, oui, on avait fait un premier album sans penser une seconde que ça fonctionnerait comme ça, quoi. C'était une carte de visite pour nous, pour travailler davantage dans les boîtes, dans les clubs, et tout ça, quoi. Et puis, en fin de compte, ça a pris une ampleur terrible, mais on était vraiment ravis, contents, quoi. C'était pas trop pesant? Non, parce qu'on était un groupe. Alors, Joël attirait évidemment beaucoup plus les fans que nous. Donc, on avait chacun nos fans, si vous voulez, dans le groupe. Mais on était une grosse bande de chouettes copains. Et Joël, c'était comme un garçon pour nous. C'était notre copine. C'était quelqu'un de formidable. Est-ce que vous avez su résister à la tentation, comme Daniel Guichard? Écoutez, moi, j'ai vécu 10 ans avec une fan, justement. Voilà. Ah bon? C'est-à-dire que j'avais craqué sur sa copine, voilà, elle venait souvent nous voir à RTL, tout ça, bon. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc, sa copine n'avait pas le téléphone, donc il fallait que j'appelle chez sa copine, Brigitte, je peux la nommer. Hein. Et donc, à force, c'était tellement compliqué voilà, que je suis sorti avec Brigitte, et puis j'ai vécu 10 ans avec elle ensuite, voilà, c'est tout. Voilà, mais on était amoureux l'un de l'autre. Alors, c'est Joe Dassin qui est Là, derrière? c'est Joe Dassin, oui, parce qu'on a tourné beaucoup avec Joe, avec Carlos, avec Mort Schumann. Et avec moi. Et Joe Dassin, Daniel, évidemment, évidemment. Mais on a fait l'Olympia en co-vedette avec Joe Dassin. Voilà, on était la bande à Jojo. Il y avait Mort Schumann, Carlos, Dassin et nous. On était Ça tout le devait temps ensemble. pas être triste, hein. Vous n'avez pas dû vous ennuyer. Hein. Mais je vous dis, on s'éclatait. Une tournée d'été comme ça avec Joe, Mort Schumann et Carnot, je ne vous le dis pas les bons vivants. Moi, à l'époque, je buvais encore de la menthe à l'eau, du lait et tout ça. Alors, on a fait la tournée de toutes les caves de Bordeaux, de Bourgogne. Je ne vous dis pas, j'ai goûté à tous les vins et du coup, depuis, je ne suis pas alcoolique du tout. Mais bon, Alors, donc, vous j'ai avez découvert... vécu 10 ans avec une fan, les autres Oui. étaient jalouses ou pas? Mais pas du tout, chacun avait sa copine. Serge était avec Joël, Serge Le Collen, le parolier du groupe. Lionel était avec Marie, qui nous a beaucoup aidés, qui est décédée malheureusement il y a quelques années. Et puis tout le monde avait sa fiancée, sa femme. Alors ça a duré combien de temps cette aventure musicale du groupe? Du groupe 8 ans. Hein. Pourquoi vous êtes-vous séparés? Justement, Serge et Joël vivaient ensemble et à un moment ça a cassé. Quoi. Donc ça a commencé à être le début de la fin. Donc pour recoller les morceaux, la maison de disques nous a permis d'aller enregistrer un album pendant 1 mois aux États-Unis. On l'a enregistré à Bogalusa, en Louisiane, dans le studio de Stevie Wonder, avec des musiciens américains extraordinaires. Donc Klaus Voormann, qui est le bassiste, c'est lui qui a dessiné la pochette de Revolver des Beatles, vous voyez, par exemple. Bon, voilà. On a mixé à Los Angeles, on a fait des guitares à Nashville, c'était le pied. Mais bon, malheureusement, Joël a fait 2 tentatives de suicide pendant ce séjour aux États-Unis. Et bon, on est rentré, le 33 tours est sorti, il y avait Pomme dessus, que les gens connaissent sûrement, je suis voilà. Et puis ensuite, on a fait un dernier 45 tours, la clé des cœurs, et on s'est séparés parce que ça allait plus, quoi. On n'avait plus la foi. Ouais. Il était... Trop de succès? Non, pas trop de succès. On tournait, on faisait plus de 200 dates par an, vous vous rendez compte Besoin de vivre séparément? On avait envie de prendre une année sabbatique, chacun. Ouais. C'est ce qu'on avait décidé au départ. C'est important peut-être aussi sur le plan artistique de se ressourcer. Oui, absolument. Oui, parce qu'on n'avait plus le truc qu'on avait au départ, quoi. Il y avait... Alors, on va revenir à Daniel Guichard. Les à côté de votre carrière, vous pesez au fil du temps. Vous avez chance. C'est mon plus grand succès. C'est mon plus grand succès. Richard, alors après la dissolution du groupe Il était une fois, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai re-signé dans la même maison de disques. J'ai enregistré un album à Wembley, en Angleterre, avec des musiciens anglais. Voilà, et en France, ça n'a pas du tout marché. Par contre, au Québec, j'étais 2 fois numéro 1. Et lors d'une promotion en 1980, j'ai rencontré une jeune chanteuse qui s'appelait Céline Dion, qui s'appelle toujours d'ailleurs Céline Dion. À l'époque, elle avait 13 ans et demi. Bon, elle était habillée tout en noir. Son idole, c'était Mireille Mathieu. Bon, ok, d'accord. On est devenus très amis. C'est la seule photo que j'ai avec elle à Tokyo, là, parce qu'on s'est retrouvés en 83 au Festival Yamaha à Tokyo, au Japon. Vous avez senti qu'elle deviendrait une... Ah, c'était obligé. Obligé. Ah, moi, je l'ai entendu chanter à 13 ans et demi, je suis tombé par terre. Quoi. Ouais. Ah non, formidable. Ouais. Elle méritait vraiment le succès qu'elle a eu. Et c'est pas fini. Là, bon. Voilà, donc je suis allé 2 fois au Québec, et puis ensuite, ça a été le trou. Des années 80, Il était une fois, c'était devenu ringard, has-been, c'était la pleine période du disco, de la new wave. Et voilà, et dans les années 90, grâce à Yves Bigot, qui était directeur, qui est un ami depuis très longtemps, directeur des programmes de France 2 à l'époque, a
convaincu notre maison de disques de sortir une vraie compilation avec de la pub à la télé, vas-y. Et en 15 jours, un mois, on était double disque de platine, enfin c'est de la folie, quoi. Franchement, merci Yves Bigot. Hein. Bon, ah non, franchement. Et donc voilà. Et du coup, on est devenu un groupe mythique. Enfin, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est les fans. Alors voilà, aujourd'hui, vous faites partie d'un nouveau groupe. Oui, voilà. Qui s'appelle qui s'appelle Il était une femme. FAM. Parce qu'on a commencé dans un endroit en Bourgogne qui s'appelle la Fontaine aux Muses. C'est un établissement merveilleux, on mange très bien et c'est formidable. Toute la famille joue de la musique, Édouard au piano, son frère à la guitare, le papa au sax, moi à la batterie. Et puis on a recruté récemment une jeune chanteuse d'opéra de 25 ans qui est très jolie, qui a une voix de soprano extraordinaire. Donc on va faire des choses ensemble. Vous avez l'air d'avoir gardé la même passion et la même envie. Je suis un musicos, moi, au départ. Je suis un musicien, voilà. Donc j'aime la musique, j'aime la vie que j'ai menée jusqu'à présent. Vous aimez ce milieu du showbiz. Oui, c'est bien. Non, pas ce qui se passe en ce moment. Il faut faire le buzz tout le temps. Non. C'est pas la même chose. Voilà, le showbiz et le monde des musiciens, c'est pas le showbiz. L'esprit qu'il est en train de définir, c'est vraiment le spectacle. Voilà. Tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est le showbiz qui chante et qui pétille, il s'en fout, c'est pas ça. Voilà. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais il vous arrive de revoir vos anciennes fans? Oui, parce que quand j'ai fait la tournée Ashton, par exemple, évidemment, elles avaient pris 30 ou 40 ans de plus, mais bon, c'est vachement sympa, quoi, même sur Facebook. Hein. Mais il y a des très jeunes femmes, fans de Joël, du groupe, sur Facebook, qui créent des sites carrément. Et quand je vais sur la tombe de Joël au cimetière du Montparnasse, il y a des fans avec moi. Des fois, on est 30, 40 autour de la tombe de Joël. Pardon ? Elle est décédée à quel âge ? Elle avait 28 ans, malheureusement. Alors, je vais rectifier quelque chose que tout le monde croit depuis le départ, c'est qu'elle est morte d'une overdose, ce qui est complètement faux. Elle avait une malformation cardiaque de naissance et une bronchite mal soignée. Elle a fait un œdème pulmonaire, elle s'est étouffée dans la nuit. Et il y a une autopsie après qui a confirmé qu'il n'y avait aucune trace de drogue dans son corps. Donc voilà, je voudrais au moins que là-haut, elle... voilà, c'est important. Hein. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir fait revivre cette belle époque. Merci, André Torrent, d'être venu nous informer sur tout ça. La preuve, ils sont prêts à repartir tous sur les routes parce que quand on fait un métier choisi, on n'a pas envie de l'abandonner. Bah non. Voilà, c'est la différence entre un métier choisi et un métier subi, où là on se dit « Ah, il est 5 heures, je vais enfin pouvoir vivre ». C'est vrai, vous avez raison. Bon, on vous souhaite plein de succès pour la suite. Bon Tour de France en camping-car alors. Oui. Et puis à bientôt, on aura l'occasion de se recroiser sur des plateaux en tout cas. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas la nouvelle rubrique Toute une histoire dans version féminin chaque fin de semaine. Et puis pour l'heure, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir de retrouver Floriane et Aurélie. Merci, à tout de suite. À 18 ans, Aurélie avait connu une douloureuse rupture. Ça s'est traduit par une très grosse dépression nerveuse. Si lui m'aimait pas, pourquoi les autres m'aimeraient, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, Aurélie a pris un nouveau départ et elle viendra nous annoncer de bonnes nouvelles. Quant à Floriane, elle avait fait de son vitiligo une force. Je me suis retrouvée donc en bikini dans une grande vitrine. Donc quoi, vous êtes devenue mannequin ? Non, je suis modèle, je suis pas mannequin. La jeune femme n'a rien perdu de son enthousiasme et elle vient de vivre l'un des plus beaux moments de sa vie. Nous la retrouverons avec sa petite famille dans quelques minutes dans l'Histoire continue. Everything is awesome.